J'avais écouté les gens, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'ai été coach sportive, j'ai été comédienne, j'ai été. On va avoir un coach parce qu'on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. On va avoir un coach parce qu'on n'arrive pas à surmonter certaines épreuves, parce qu'on sent que seul on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'être accompagné. Recentrer sur l'essentiel, sur le vrai. Oublier le paraître, oublier les réseaux sociaux. Oubliez ce que vous voyez à la télé, essayez de vous recentrer sur les vraies valeurs, la famille, les relations amicales. Le rôle de chacun, le but dans la vie, c'est de se connaître. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour évoluer, pour apprendre, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à devenir meilleur. Mais on ne peut pas devenir meilleur si on ne connaît pas ses failles. On ne peut pas devenir meilleur si on ne sait pas analyser, si on n'a pas fait d'introspection. L'aspect sexuel, il ne faut pas avoir peur de dire, bah, écoute, moi, je fonctionne plus comme ça. C'est vrai que ça, j'ai jamais fait. Je suis totalement fermée ou alors j'aimerais essayer, pourquoi pas. Toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bonjour et bienvenue à tous comme chaque lundi dans un nouvel épisode des Esprits Positifs, le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent le monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaires, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. Chers auditeurs, je vous demande de fermer les yeux un instant et laisser ma voix vous emporter dans un rêve, une mélodie, celle des rêves qui prennent vie sous un ciel étoilé. Imaginez-vous marchant dans un jardin secret où chaque pas résonne comme une promesse d'un lendemain meilleur. Dans ce lieu fascinant où les fleurs s'épanouissent en une symphonie de couleurs et de parfums, vous ressentez une présence, une énergie bienveillante qui vous enveloppe d'une étreinte chaleureuse. Les murmures des feuilles dans le vent vous parlent d'amour et d'estime de soi, vous invitant à laisser derrière vous les fardeaux du passé. Tandis que vous avancez, une lumière douce et apaisante éclaire votre chemin, vous guidant vers une clairière baignée par la lueur de la lune. Là, vous trouverez une silhouette gracieuse, une étoile terrestre dont la simple présence semble dissiper toutes vos craintes et doutes. Sa voix, comme le souffle du vent, les arbres commencent à vous raconter des histoires, des récits d'amour et de courage, des histoires de cœurs blessés qui ont trouvé la guérison, des rêves brisés qui ont été reconstruits avec une nouvelle splendeur. Chaque mot qu'elle prononce éveille en vous des émotions que vous aviez peut-être oubliées. Vous sentez que vous êtes au seuil de quelque chose d'extraordinaire, que la personne devant vous est plus qu'une guide, qui, armée de ses 8 ans d'expérience dans l'événementiel et 6 ans dans l'art subtil du coaching, est capable de transformer le plomb de vos peurs en or de confiance. Vous commencez alors à comprendre que ce moment, cette rencontre, est une chance unique, une opportunité de vous reconnecter avec votre essence. Et enfin, elle se révèle alors pleinement à vous, avec un sourire empreint de tendresse et de sagesse, vous montrant comment renforcer votre confiance, les sujets à aborder avant de vous engager, comment gérer l'argent dans un couple, et comment aussi reconnaître les signes d'une relation saine et toxique. Avec elle à vos côtés, vous sentez que tout est possible, que chaque défi peut être surmonté, que chaque rêve mérite d'être poursuivi. Alors, ouvrez les yeux et laissez ma voix vous dire que vous ne rêvez pas. Devant vous, devant nous, se dessine la réalité de ce rêve avec Coach Nila. Coach Nila, elle nous fait l'honneur de sa présence dans Esprit Positif. Coach, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif. Merci à vous de m'avoir invité et merci pour cette belle introduction et cette belle présentation. C'est très flatteur. Et j'ai essayé de retracer un pan de votre parcours et de tout ce que vous avez eu à entreprendre jusque-là. Mais on dit qu'on est mieux servi que par soi-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de Sweet Senarat Events et de sa mission? Bien sûr, bien sûr. Alors,
Donc je m'appelle Nila, je suis coach en amour et en confiance en soi et je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Sweet Serenade, en fait, c'est l'agence qui regroupe l'événementiel et le coaching. Donc sur la partie événementielle, je suis, spécialisée sur les love events. Donc j'organise des dîners en amoureux ou, des petits événements, en général pour les couples. Et sur la partie coaching, j'accompagne les personnes dans leur ascension vers, le meilleur d'eux-mêmes, donc sur la partie développement personnel et sur la partie love, j'accompagne les célibataires et les personnes en couple vers des relations plus harmonieuses et plus épanouissantes. Donc voilà mon travail. L'agence Sweet Serenade existe depuis 1 an, mais pour ma part, je suis dans l'événementiel depuis, un peu plus de 8 ans déjà, même, je dirais même plus que 8 ans. C'est sur ma dernière expérience, j'y suis restée, 8 ans, mais je faisais déjà de l'événementiel avant, pour les entreprises et sur la partie coaching, je suis coach depuis en disons 2017. Donc j'étais, au début sur la partie bien-être et ensuite je me suis dirigée petit à petit grâce à mon expérience et à mes études, ma certification, vers le love coaching. Et, Donc voilà ma mission aujourd'hui. et pour nous qui sommes de l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'un coach, qu'est-ce qui le différencie du psychologue, aussi des fois d'un mentor. Quelle est la différence entre le coach, le psychologue ou bien le mentor? En fait, un mentor, alors coach et mentor, c'est vrai que ça se ressemble un peu. La seule différence, c'est qu'un coach, lui, dès le départ, va avec son coaché établir des objectifs précis. Et la mission du coach va être d'accompagner le coaché vers l'atteinte de cet objectif. Le mentor, lui, le mentoring, ça se fait sur la durée. Donc ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 1 an, alors que le coaching, c'est sur une période bien définie, parce qu'on aura, comme je vous le disais tout à l'heure, établi dès le départ l'objectif à atteindre pour le coaché. Maintenant, la différence avec un psychologue, le psychologue, lui, va plus s'attarder sur la santé mentale du patient et il va plus travailler sur l'événement du passé, sur les événements du passé, alors que le coach, même si évidemment on creuse quand même les événements du passé pour analyser l'origine des barrières et des obstacles, on va plus se tourner vers l'avenir et travailler sur ce qui va venir après, alors que le psychologue, lui, va essayer de régler ce qui s'est passé avant. Donc voici la différence que vous pouvez trouver entre ces trois professionnels. Et vous, quel est votre rôle devant une personne qui sollicite vos services? Qui, pardon? Et quel est votre rôle devant une personne qui sollicite vos services? Et dans quel cas une personne peut sentir le besoin de faire recourir à un coach? Alors, on fait appel à un coach quand on sent qu'on a alors déjà, il faut se poser la question, hein, quand on sent qu'on a des blocages, ou des défis qu'on n'arrive pas à relever. Il y a plusieurs manières d'aborder la question. Soit, on se dirige vers un psychologue parce que pour le coup, les problèmes qu'on a sont liés à des événements peut-être tragiques ou difficiles qu'on a vécus par le passé et on sent que ça nous empêche d'avancer. Donc là, on peut se diriger vers un psychologue. On peut également essayer de se développer, de se «soigner» entre guillemets, soi-même en faisant du développement personnel à travers des livres, à travers de la méditation, à travers de la sophrologie. Ou on peut, si on le souhaite et qu'on ne veut pas passer par un psychologue, être accompagné par une personne qui est un peu plus impartiale, c'est-à-dire un coach qui aura vraiment pour rôle de nous accompagner, de nous faire prendre conscience de certaines choses et de nous accompagner vers un but précis. Donc déjà, c'est la première question à se poser. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va voir un coach? On va voir un coach parce qu'on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. On va voir un coach parce qu'on n'arrive pas à surmonter certaines épreuves, parce qu'on sent que seul on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'être accompagné. Maintenant, au niveau des sujets, alors moi, je suis spécialisée sur les relations interpersonnelles et amoureuses et la relation avec soi-même. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des coachs un peu en tout, hein. Il peut y avoir des coachs en leadership, des coachs en marketing, des coachs en business. Voilà, après, c'est à chacun de savoir quels sont les défis qu'il a à relever. Et ça a mené ces dernières années parce que la demande est là. Et pourquoi, La demande est très forte, ouais, ouais. pourquoi selon vous, et puis ça a fait un boom ces 10 dernières années? Je dirais que, déjà ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est l'émergence d'internet. Donc les professionnels aujourd'hui peuvent mettre en avant leurs compétences à travers internet. Donc les gens prennent conscience qu'il y a des gens spécialisés
dans l'aide d'autrui. Alors qu'avant, moi personnellement, hein, il y a 20 ans, je savais qu'il y avait des psychologues, mais je savais pas qu'il y avait des coachs pour le business, des coachs pour ceci, des coachs pour cela. Donc je pense que c'est la première raison et la seconde raison, c'est que en fait, on se rend compte, je pense que avec l'aide d'un professionnel, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, tout simplement. Et les gens n'ont pas peur d'investir sur eux-mêmes. Ce qui avant n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte, de plus en plus de personnes qui prennent soin de leur santé mentale parce que bah, la société devient difficile. Peu importe le continent sur lequel on est, je pense que plus on avance dans le temps, plus les relations deviennent compliquées. Et je pense que les gens veulent prendre un peu plus soin d'eux et que ce soit de leurs relations, d'eux-mêmes ou de leur business en fait. Donc les gens maintenant n'ont plus peur de faire appel à des professionnels qui aujourd'hui, grâce à Internet, peuvent mettre en avant, comme je disais tout à l'heure, leurs compétences. D'accord. Donc il y a l'offre, il y a la demande qui se rencontrent et du coup les gens n'ont plus peur maintenant d'investir sur eux-mêmes. Et ce que les gens ne savent pas, pour la majorité, bon, je veux dire, ils ne savent pas que le coaching est une science qui est bien pointue, dont l'art est détenu par une tierce personne qui ont fait l'exercice de ce métier. Et pour nous qui les profanes, comment on peut démolir la bonne graine de livret? Comment reconnaître un bon coach? Un bon coach, c'est un peu difficile, hein, comme question parce que je n'aime pas critiquer, mais je dirais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se, déclarent coach parce qu'elles font des vidéos. Voilà. Alors ça, c'est pas être coach. Un coach, c'est une personne qui a quand même étudié, qui a soit une certification, soit un diplôme, déjà. Donc ça, c'est la première chose à vérifier quand on se dirige vers quelqu'un. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des coachs qui le sont devenus grâce à leur solide expérience. Donc quelqu'un qui a une expertise dans un domaine peut effectivement coacher même si elle n'a pas forcément de diplôme. Donc je dirais qu'il faut regarder le background professionnel, le background scolaire aussi, et ensuite bah, regarder la preuve sociale tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai que les coachs, on les trouve beaucoup sur Internet. Bah, regardez ce que cette personne propose réellement. Si c'est, par exemple, il y a un exemple qui est très précis, je ne citerai personne bien évidemment, mais j'ai une consoeur, pardon, qui fait du love coaching et en fait, quand vous allez sur sa page, on ne la voit jamais. Ou alors on la voit, mais se prendre en photo ou marcher avec des phrases écrites, enfin, je pense que vous avez déjà vu, hein, ça, ce genre de vidéo, quelqu'un qui marche et il y a des phrases écrites. Voilà, bah, en fait, toute sa page, c'est que ça. Alors ça, pour moi, c'est pas du coaching. Ça, pour moi, c'est se mettre en avant et copier-coller des phrases qu'on a trouvées sur internet. Un coach, je pense qu'il est capable de répondre à des questions. Un coach, on le voit coacher, on le voit en action, on le voit faire des lives, on le voit pour ceux qui sont actifs, en tout cas sur les réseaux, hein, je parle, hein. Donc je pense qu'il faut analyser le travail réalisé par la personne, analyser son niveau d'expertise aussi, voir si cette personne sait de quoi elle parle. Ensuite, comment on choisit un coach? Ça, c'est une autre question. Le plus important, c'est soit vous arrivez à vous identifier au parcours du coach, c'est-à-dire que quand cette personne parle, ça vous parle en fait, parce que vous voyez qu'elle est passée par les mêmes épreuves que vous. Par exemple, quand on choisit un coach en nutrition, sur Internet, toujours, hein, je parle toujours des réseaux sociaux, je sais pas, j'ai 60 kilos à perdre et je rencontre cette personne qui, elle, est passée par la même chose que moi. Elle a perdu ses 60 kilos en tant de temps et aujourd'hui, elle est capable de me donner des conseils précis. Alors, je vais peut-être avoir plus tendance à aller vers cette personne-là que vers celle qui parle, mais qui peut-être n'a pas traversé ce que j'ai traversé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde, c'est tout simplement que cette personne, elle résonne en vous, ses paroles résonnent en vous. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai eu un coach en développement personnel et en business, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an. Je l'ai choisi parce qu'il a un tempérament qui ressemble au mien. Donc, je me reconnaissais en lui. Alors, c'est quelqu'un qui a 40 années d'expérience dans son domaine, qui est très, très, très coté. Mais c'est vrai que quand j'ai suivi ses enseignements, ça me parlait parce que sa manière de parler me convenait, sa manière de bouger, sa manière de s'exprimer et la manière dont il me transmettait son savoir résonnait en moi. Voilà. Le Donc, bah, voilà. ressenti, quoi. Voilà. Le ressenti.
Le ressenti, totalement, ouais. Il faut beaucoup se fier à ça, c'est quelque chose qu'on oublie, hein, mais c'est vrai qu'avant, il y a très longtemps, à l'époque préhistorique, les hommes préhistoriques fonctionnaient beaucoup à l'instinct, comme des animaux, et l'instinct, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. On s'attarde beaucoup sur les paroles, on s'attarde beaucoup sur les actes, c'est très bien, mais il y a aussi l'instinct. L'instinct ne nous trompe pas, donc il faut juste parfois, écouter son instinct dans certaines situations et souvent, ben, on aura la bonne réponse ou la bonne direction. Votre rôle aussi est de requinquer des fois le moral des gens sapés par les vicissitudes de la vie, d'où l'importance de la confiance en soi. Et comment expliquer Oui. son importance dans la vie d'une personne? La confiance en soi la confiance en soi, c'est primordial. En fait, on ne peut pas avoir confiance, faire confiance aux autres si on n'a pas confiance en nous-mêmes. Je pense que l'essence, le rôle de chacun, le but dans la vie, c'est de se connaître. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour évoluer, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à devenir meilleur. Mais on ne peut pas devenir meilleur si on ne connaît pas ses failles. On ne peut pas devenir meilleur si on ne sait pas analyser, si on n'a pas fait d'introspection. La confiance en soi est primordiale dans tout. Elle est primordiale dans les relations amoureuses. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'aura pas confiance en l'autre et on va lui transmettre notre stress, nos frustrations, nos inquiétudes et du coup gâcher la relation. La confiance en soi est importante dans le travail parce que si on n'a pas confiance en nous-mêmes, ben, on va avoir du mal à faire nos preuves et à montrer notre expertise dans notre métier. La confiance en soi est aussi importante dans notre relation avec nos enfants ou avec nos parents ou nos amis parce que si on n'a pas confiance en nous, on a tendance à se laisser dépasser par certaines situations et du coup à ne pas montrer nos réelles capacités ou notre réel nous. Donc la confiance en soi est importante dans tout. Ça peut être un très grand blocage. Ça peut vraiment mettre des bâtons. On peut se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes quand on n'a pas confiance en nous, en fait, parce qu'on se met des barrières. Donc c'est important de faire cette introspection à un moment donné de sa vie, de toute façon. Et ça vient des fois du fait que bon, on laisse la parole des gens, des autres, bien sûr, avoir un impact sur notre vie. Les autres nous dicter ce qu'il faut faire de notre vie, comment s'habiller, quelle carrière suivre, et des fois Oui, même qui aimer. oui, c'est vrai. Ouais, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. C'est vrai que en fonction des cultures, des traditions, des pays dans lesquels on vit, bah, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Ça, c'est un fait et c'est vrai que c'est bien dommage, mais dans la mesure du possible, c'est important de s'écouter et d'écouter nos propres désirs. Parce que moi, le pire regret, je pense que quelqu'un pourrait avoir, c'est d'arriver à la soixantaine, 50, 60 ans et se dire bah, j'ai pas fait ça, hein, j'ai pas été avec la bonne personne, j'ai pas été dans la bonne direction, j'aurais voulu faire ça, je l'ai pas fait. Alors que quand on a confiance en nous-mêmes, quand on a confiance en nous-mêmes, on y va en fait, tout simplement. On y va, on n'a pas peur, on essaye, on tente, et on se vautre, on rate et c'est pas grave, on recommence. Moi, je sais que je suis une personne très. Quand j'étais jeune, un peu plus jeune, on me qualifiait de bornée parce que quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais et je n'ai pas peur. Et je suis tombée 1000 fois, hein. Je suis tombée 1000 fois et je me suis relevée à chaque fois. Et en fait, c'est un peu la vie. En fait, il faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que justement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est le plus important. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui, euh, on leur a montré, on leur a, comment dire? Hem, construit cette petite vie parfaite. Il faut grandir, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut acheter une maison, il faut avoir un petit chien, acheter une belle voiture, avoir un travail, faire sa carrière, changer tous les 2 3 ans parce que c'est comme ça qu'on fait pour évoluer. Mais en fait, il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Il faut s'écouter, il faut faire ce qu'on a envie de faire tout simplement et c'est vrai que des fois on prend des risques. Bon évidemment, il faut quand même évaluer le risque, hein, parce qu'il faut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Mais, le fait d'avoir confiance en soi permet de dépasser ses limites et d'y aller, de ne pas écouter les autres et de vivre des expériences extraordinaires. Moi, si j'avais écouté, les gens, bah, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'ai été coach sportive, j'ai été, comédienne, j'ai été modèle dans des agences de mannequins, j'ai tourné des films, j'ai vécu de la musique, j'ai fait 1000 choses. J'ai écrit un livre, j'ai fait plein de choses, en fait et quand je dis tout ça, c'est pas pour me mettre en avant, c'est juste pour montrer qu'on peut réaliser des rêves dans différents domaines et puis être encore là. Et là, je suis encore là et je suis très heureuse et je suis très bien. Et justement, toutes ces expériences m'ont enrichie et m'ont permis d'être la coach en développement personnel que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu plein de choses dans ma vie. Et Et coach, là, c'est là, je parlais de preuve sociale tout à l'heure.
Et je pense que le chantier est un peu énorme vu que le brainwashing a été fait depuis le bas âge. C'est-à-dire, je Oui. sais pas, ce sont les conventions érigées en dogme par chaque société, mais ça va être difficile. Ça va, bon, à mon niveau, quoi, je pense que ça va être un peu difficile si depuis le bas âge, on nous a inculqué certaines valeurs que ce sont les normes, ce sont les cadres et il faut pas sortir de ces cadres au risque d'être dénigré. C'est le mental, en fait. Et comment, selon vous, vous aidez vos clients, vos patients à surmonter ces barrières mentales? Je dirais qu'il y a 2 manières de le faire. Là, vous m'avez posé une question par rapport à mes clients, mais je voudrais déjà parler de l'éducation. L'éducation qu'on donne à nos enfants, parce que tout passe par là. Les enfants, ce sont eux l'avenir. Donc moi, je sais que j'ai 2 enfants. Alors oui, ma fille, bon, je vais parler de la plus grande qui a 9 ans. Elle va à l'école, elle travaille bien, elle fait sa petite vie, elle a ses copines, et cetera. Mais j'essaye de l'ouvrir. J'essaye d'ouvrir son esprit sur le monde, sur les possibilités qu'elle a. Heu, Quand elle me dit: «Maman», ma fille, «Maman, je veux être riche». Ça, c'est l'obsession de ma fille: «Maman, je veux être riche, avoir de l'argent». Je lui dis: «C'est bien, c'est un objectif et il faut pas avoir peur de dire que tu as peur que tu as envie d'être riche, mais j'ai envie d'être maîtresse, est-ce que je peux être riche en étant maîtresse?» «Oui, tu peux être riche en étant maîtresse». Et du coup, je l'éduque, je lui explique comment. «Tu peux très bien être maîtresse, mais tu restes chez maman jusqu'à tes 25 ans, 25-30 ans, tu mets l'argent de côté, tu investis dans la pierre, tu achètes des appartements». Et tu pourras être riche, tu pourras avoir un patrimoine tout en faisant ce que tu as envie de faire en étant maîtresse. Enfin, mais ça passe par l'éducation. C'est-à-dire, c'est à nous d'éveiller les consciences de nos enfants, de leur ouvrir le champ du possible et leur montrer qu'il y a pas qu'une seule direction. Et c'est pas parce que je suis maîtresse que bah, je ne peux pas avoir derrière de la richesse. Maintenant, pour répondre à votre question, comment j'aide, mes clients à s'ouvrir comme ça? Beh, c'est vrai que c'est très difficile, hein. Avec certains, c'est très difficile parce que comme vous le disiez tout à l'heure, le brainwashing, il est fait depuis très longtemps. On nous fait entrer dans des cases et on pense qu'il faut rester dans ces cases-là. Ben, moi, ce que je fais, je travaille sur la reprogrammation, du subconscient et ça passe par des techniques de c'est des techniques de PNL, techniques de reprogrammation du subconscient. Bah, je vais pas détailler là comme ça parce que du coup c'est un peu technique, mais il y a plusieurs techniques comme ça qui permettent, je vais pas dire d'un coup, d'un seul, mais presque, de faire un déclic dans le cerveau pour montrer au cerveau qu'il y a une autre route. Il y a pas que la route de droite, il y a aussi celle de gauche. Mais ça, c'est sur la durée. Avec certains, c'est très rapide. J'ai une cliente, là, on a terminé, cette semaine, on a eu notre dernière, session coaching. Il y a 4 semaines, c'était pas la même personne, hein. Là, c'est quelqu'un qui dit non, c'est quelqu'un qui pose des limites, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'investir sur elle-même, c'est quelqu'un qui y va. Même moi, j'étais surprise en fait d'avoir eu ces résultats. Mais avec elle, ça a très bien fonctionné. J'en ai une autre, ça fait plusieurs mois qu'on bosse. Là, on est vraiment, c'est sur la durée. Parce elle a subi des choses en étant plus jeune qui font qu'elle est devenue une personne aujourd'hui très renfermée, qui n'a pas confiance en elle. Donc ça prend plus de temps, mais on y arrive petit à petit, étape après étape. Et on travaille sur le fond. Pour répondre à votre question, en plus de ces techniques de reprogrammation, du subconscient, on travaille aussi sur le fond, sur, les blessures, l'analyse des blessures et c'est là où je rejoins un petit peu, le psychologue sans pour autant avoir les compétences d'un psychologue. C'est qu'on va analyser, les événements passés pour comprendre pourquoi cette personne est devenue comme ça aujourd'hui et ensuite je vais accompagner le client vers des changements. Mais des changements adaptés toujours à son rythme, à sa personne. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux surmonter ça? Dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, aujourd'hui tu sois moins renfermé? Comment on pourrait commencer? Et de là, je lui donne des exercices à faire. Mais écoute, cette semaine, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles aborder, à ton cours de danse, tu vas aborder une personne que tu ne connais pas et tu vas essayer d'engager la conversation. Et pour certains, c'est insurmontable de faire ça. Pour certains, c'est vraiment insurmontable de faire ça. Mais pour cette personne-là, en l'occurrence, c'est déjà une grande étape et elle va le faire. Et en fait, on va débloquer petit à petit, comme ça, on va ouvrir les cadenas petit à petit et on va emmener la personne vers, on va dire, un peu plus de confiance en soi. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir confiance en soi dans le milieu du travail et avoir confiance en soi en question d'amour? Ah oui, bah, c'est 2 domaines différents, hein, donc ça ah oui, ça n'a rien à voir. Ah bah oui, dans le travail, la seule différence, c'est qu'en fait, on a une expertise parce qu'on a été à l'école, on a acquis, des compétences qu'on met
en pratique au travail. Donc on est sûr de soi, on sait ce qu'on fait. Par exemple, un chargé de communication, il a appris la communication, il a été jusqu'au master, il connaît les stratégies, les techniques, les différentes, choses à mettre en place pour, optimiser la communication d'une entreprise, communication interne ou externe. Donc, il est sûr de lui, sur ses compétences. Donc c'est pour ça qu'il a réussi à avoir ce poste-là. Par contre, cette même personne peut être totalement insécure en amour parce que, je donne un exemple tout bête, cette femme a été avec un homme à qui elle a fait confiance et elle s'est rendue compte au bout de, je sais pas 4 5 ans, qu'il avait plein de petites copines à côté et qu'il a fait que la tromper et bah, du coup, elle aura moins confiance en cette personne et moins confiance en elle parce qu'elle va se dire: «S'il m'a trompée, c'est parce que je suis pas assez bien ou parce que je suis pas assez comme ci ou pas assez comme ça». Elle va se comparer aux autres personnes et du coup, bah, oui, on a là une personne qui est très efficace au travail, mais qui dans sa vie, personnelle ne sait pas comment faire et n'a pas confiance en elle et du coup, a du mal à mener ses relations. Donc oui, il y a une très grande différence. Ce sont des domaines totalement différents. On ne peut pas avoir confiance en soi sur tous les domaines. C'est rare, les gens qui sont dans ce cas-là. D'accord. Et je le rappelle, vous êtes love coach. Et comment Oui. quels sont les signes qui indiquent qu'on est en face de la bonne personne quand il s'agit d'amour? Alors les signes qui indiquent qu'on est en face de la bonne personne, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a déjà le fait de se rejoindre sur nos envies. Quand on sait qu'on va dans la même direction que quelqu'un et que finalement, plus on avance, plus c'est automatique. On va tous les 2 dans la même direction. Donc ça, c'est un signe. Il y a la fluidité dans la communication aussi. Quand il y a des disputes ou des incompréhensions, on arrive à régler les choses parce qu'on arrive à discuter, sans crier, sans se taper dessus, sans, quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi un indicateur. Le fait qu'on a alors je dirais les choses en commun, d'avoir des points communs, bon, c'est bien d'avoir des points communs, mais on peut très bien être totalement différent de l'autre et au final, être bien ensemble. Donc oui, je dirais qu'il faut quand même, s'attarder sur la communication, la fluidité dans la communication. Je dirais que ça montre déjà que vous êtes avec une personne avec qui vous savez communiquer parce que la communication, c'est la clé de toutes les relations interpersonnelles. C'est pas les sentiments, c'est pas, les émotions, c'est la communication. À partir du moment où on arrive à faire passer ses idées et que l'autre écoute et entend surtout, là, on sait qu'on est sur une bonne relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale ou autre. D'accord. Et des fois, on est en face d'un bon comédien et ça n'aide pas aussi des fois, qui, so- qui ont des intentions des fois inassouvies et mal intentionnées. Et comment reconnaître ces Oui. personnes-là? Bah, je vais être honnête, hein, parfois on peut pas. Parfois, il y a des personnes qui ont tellement l'habitude de mentir, qui sont rodées et parfois, on va se faire avoir en fait tout simplement. Mais, je dirais qu'il faut accepter le fait qu'on ne puisse pas être perspicace dans toutes les situations et que oui, on peut se faire avoir aussi. Maintenant, je dirais que, il y a des signes qui ne trompent pas. Sur la durée, la ténacité. C'est vrai qu'il y a il y en a, hein, il y a des menteurs, menteuses professionnelles sur la durée aussi, mais je pense qu'il y a l'instinct dans un premier temps, l'observation aussi, l'observation des réactions, l'observation de la disponibilité de la personne en face aussi. Une personne qui est là, qui a des mauvaises intentions, en général, c'est quelqu'un qui a déjà d'autres conquêtes à côté. On parle d'une femme ou d'un homme, hein. C'est quelqu'un qui a déjà d'autres conquêtes. Donc déjà, la disponibilité de cette personne, c'est un indicateur. Je prends l'exemple d'une femme parce que j'en suis une. Je fréquente un homme, quand je l'appelle le matin, il répond jamais. Ou quand je l'appelle à 22, 23 heures, minuit, il répond jamais. Faut peut-être se poser des questions. Parce que quand c'est récurrent, bah, peut-être que cette personne, tout simplement, le soir, elle a accompagné. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux signes souvent. Et encore une fois, je me mets dans la peau d'une femme. Souvent, en tant que femme, et ça, c'est la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, et c'est un grand tort. La femme, elle roule beaucoup avec ses émotions. D'accord? La femme, dès on lui dit des belles paroles, ça y est, hein, elle est dedans. Je vais pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut d'elle, mais un peu quand même, parce que la femme, c'est les émotions, c'est les sentiments. J'ai des papillons dans le ventre, je suis amoureuse. Il est gentil, il m'a dit que si, il m'a promis ci, il m'a promis ça. Bah ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Faut toujours rester attentif et attentive pour le coup, et ne pas se laisser flouer par les sentiments et
l'impression de sentiments, hein, parce qu'au début, c'est pas des sentiments, c'est une impression de sentiments qu'on a, et être attentif aux actes. D'accord? Les paroles ne sont pas importantes, c'est les actes qui sont importants. Et je pense que comme ça, on peut démasquer un menteur ou une menteuse en s'attardant sur les actes, principalement. Une fois la perle rare dénichée, la bonne personne trouvée, quels sont les sujets à aborder, bien sûr, avant de se mettre en couple? Tous, on aborde tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. À partir du moment où on a l'impression d'avoir trouvé une personne avec qui on est bien, enfin, avec qui on se sent bien, il faut aborder tous les sujets. Alors, on parle de l'aspect financier, on parle des factures, on parle de religion, on parle des traumas de l'enfance, on parle de l'éducation, si la personne a des enfants, si moi j'ai des enfants, comment est-ce que tu éduques des enfants? Dans tel cas, comment tu réagis? On parle de la famille, les problèmes de famille qu'il peut y avoir aussi, on parle de la santé. Parce que c'est important de savoir dans quel état de santé se trouve la personne avec qui on est. On parle de carrière professionnelle, quelles sont tes ambitions sur le plan professionnel, quels sont tes projets. On parle également des objectifs personnels. Est-ce que tu envisages, je sais pas moi, quels sont les voyages que tu comptes faire? Est-ce que je sais que tu fais de la danse. Est-ce que tu envisages d'aller plus loin dans la danse? Enfin, on parle vraiment de tout. On parle aussi de la sexualité. On parle de l'intimité. Ça, évidemment, on le découvre hein, une fois qu'on est marié ou une fois qu'on est vraiment bien engagé dans la conversation, dans la relation, pardon. Mais c'est important de savoir aussi quelles sont les préférences de l'autre. Ça, je sais que c'est souvent tabou, mais en fait, la sexualité ne doit pas être tabou. Bien au contraire, la sexualité a une importance, une grande importance dans une relation amoureuse parce que, bah, ça fait partie de la relation tout simplement en fait. Ça fait partie de l'échange avec l'autre, de la compréhension de l'autre aussi. Donc sur l'aspect sexuel, il faut pas avoir peur de dire: «Bah, écoute moi je fonctionne plus comme ça. C'est vrai que ça j'ai jamais fait. Je suis totalement fermée ou alors j'aimerais essayer, pourquoi pas. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas?» Avant de s'engager dans une relation, il est important d'aborder tous les sujets dans la mesure du possible. On peut laisser certains sujets pour après, mais si on prend l'exemple des traumatismes de l'enfance, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on doit aborder tout de suite. Quand on a, encore une fois, hein, votre question, c'était une fois qu'on a déniché la perle rare, quels sont les sujets abordés? Une fois qu'on a déniché la bonne personne, je pense qu'on peut lui parler de nos traumas. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des insécurités dues à l'abandon du père ou l'abandon de la mère, donc avoir la blessure du père ou la blessure de la mère. Ben ça, c'est quelque chose que l'autre doit savoir. Parce que bah, la blessure du père, la blessure de la mère, c'est quelque chose qui est très lourd hein, au quotidien. Ça se ressent surtout dans les relations amoureuses. Donc l'autre doit savoir aussi où il met les pieds. Donc pour moi, oui, pour vous répondre, on doit parler de tout dans la mesure du possible. Vous dites parler de tout. Et comment on va faire de cette boutade qui dit que chacun a ses jardins ou bien son jardin secret? Alors moi, comme je dis souvent, mon mari, ton jardin, c'est mon jardin. Mon jardin, c'est ton jardin. Nous sommes dans le même jardin. D'accord? Donc, l'herbe, elle est verte chez nous et on va faire en sorte qu'elle soit verte dans notre jardin. Les secrets, moi, je suis pas trop pour les secrets. Pour moi, on peut, évidemment, on a des copines, on va se confier aux copines, mais moi, tout ce que je dis à mes copines, mon mari est au courant, quoi. Ben voilà, enfin tout ce que je dis, en sachant que je dis pas tout non plus parce que, je trouve ça très important de garder son intimité au sein de son foyer, d'accord? Je suis pas pour aller tout raconter aux copines, non, mais vraiment, vraiment pas. Par contre, aller, demander des conseils, pourquoi pas? Et c'est là où pour moi se trouve la seule intimité. C'est quand on va demander des conseils parce qu'on a besoin d'un avis extérieur à un ami proche ou une amie proche. Mais, non, les histoires de jardin secret là, ça faut laisser ça pour les adolescents, hein. C'est-à-dire après une rupture, Ouais. la personne part avec une partie de nous, nos secrets. Et Ouais. Oui, mais oui. on peut se sentir des fois en insécurité si la personne bon, est mal intentionnée ou Ben, bien je dirais que malveillante. oui, je sais, mais ça, je comprends. Mais encore une fois, se mettre en couple, c'est un risque. D'accord? Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un risque partout, en fait. Quand on investit à la bourse, il y a un risque. Quand on prend un nouveau travail, qu'on quitte un CDI pour aller sur un nouveau boulot, il y a un risque qu'on soit pas gardé. Quand on se met dans une relation, oui, il y a un risque que ça se termine. Donc après, c'est soit on décide, parce qu'on a l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, soit on décide de vivre la relation à fond,
soit on a de la retenue et du coup, bah, on la vivra jamais à fond. Donc, moi, encore une fois, je suis d'avis à dire tout ce qu'on a à dire et tout ce que l'autre doit savoir. Alors après, c'est vrai qu'on peut aussi tempérer en disant: «Écoute, il y a des choses que tu dois savoir, je suis pas prête à te le dire tout de suite, mais dans pas longtemps, je vais t'en parler et tu le sauras». C'est important et oui, c'est un risque. Après attention, attention Damé, parce qu'il y a aussi des sujets, heu, on n'est pas obligé de tout livrer non plus, d'accord? Hem Et par exemple, une expérience sur le plan intime qu'on a eue et qui est un peu, folklorique, on n'est pas obligé de le dire à l'autre, hein. Le passé, c'est le passé, notre passé nous appartient. Donc il y a peut-être des choses qu'on a faites dont on n'est pas très fier. À partir du moment où ça n'a pas d'impact sur notre relation actuelle et qu'il y a pas les démons du passé qui vont venir, se mêler à la relation, il y a peut-être pas besoin de tout raconter non plus. D'accord? Mais c'est vrai que oui, c'est un risque, de se mettre avec quelqu'un et de lui, dire, voilà, lui raconter certaines de nos blessures et que demain on se sépare de cette personne et que cette personne lui dise: «Oui, de toute façon, tu es une personne comme ça, parce que, tu as vécu ci ou ça». Oui, ça peut arriver, mais c'est un risque. C'est un risque et qu'il faut pour moi, qu'il faut prendre. Moi, je suis partisane de: on vit la vie à fond. On n'est pas là pour avoir de la retenue, je pourquoi vivre si c'est pour se retenir, en fait? Surtout dans les relations, pourquoi? Bah, ça n'a aucun intérêt. Et, Après, c'est une philosophie de vie, hein, tout le monde ne pense pas comme ça, mais voilà. et à quel moment on doit penser sérieusement à se marier? Bah, là, encore une fois, ça, c'est une question, bon, c'est assez subjectif puisque, en fonction des religions, des traditions, des cultures, il y a des gens qui se marient, bah, assez rapidement parce que pour vivre en couple ou pour aller plus loin dans la relation, il faut se marier. Mais, je dirais que quand on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire quand on n'a pas de délai imposé pour le mariage, hem tout dépend des relations, il y en a certains qui préfèrent démarrer leur relation par un mariage et apprendre à se connaître au sein du mariage et d'autres qui préfèrent avoir, un certain nombre d'années de vie commune avant de se dire: «On s'engage». Bon, je dirais que c'est un peu propre à chaque couple, hein. C'est vrai que moi, avec mon expérience, j'aurais pu me marier bien plus tôt. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le sentiment d'être complète avec, la personne avec qui j'étais, avant, alors qu'avec la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est juste évident. C'est vraiment évident. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut ressentir, c'est une envie qu'on doit avoir, hem, mais malgré tout, il faut prendre en compte que le mariage, pour moi, pose quand même un cadre à la relation. Donc c'est vrai que si on peut le faire rapidement et qu'on se sent prêt à le faire, bah, j'encourage à le faire rapidement dans le sens où on sera dans ce cadre et on aura envie de respecter ce cadre. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on nous met dans des cases depuis jeune. Bah, le fait de se mettre soi-même, de mettre notre relation dans notre case à nous, hein, notre case à nous qu'on aura créée, notre bulle qu'on aura façonnée, en fonction de nos envies, de nos personnalités, ça nous donnera plus envie par la suite de défendre cette bulle-là. Alors que si je suis en couple et que, ah ben ça y est, j'en ai marre de lui, je le laisse, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, donc je me bats pas pour ma relation. D'accord? Mais après, ça, c'est encore une question de maturité. Il y a des personnes qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine, qui sont ensemble depuis plusieurs années, qui ont cette maturité de se dire: «Ma relation ne fonctionne pas bien, je vais faire ce qu'il faut pour l'arranger». Alors que quand on est plus jeune, on n'a pas encore cette maturité-là. On a tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est mieux ailleurs et que même si ça marche pas là, je peux aller faire autre chose ailleurs. Donc effectivement, je pense que quand on a envie, quand on est prêt, il faut y aller. Faut pas se brider. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand on a décidé que c'est le bon moment. Et quelle conception avez-vous sur le fait que dans certains contrées, dans certains pays, et la société a fait de sorte que si au-delà de 30 ans, tu te maries pas, en fait, on peut dire que tu es un néant social. Et à votre niveau, comment vous percevez ces genres de jugements? Je sais pas. Et C'est ça vrai que pousse des c'est fois, ça difficile pousse parce des que fois soit les personnes à s'engager avec le premier venu. Il n'y a pas d'amour. On le fait mmh, parce que c'est la société ouais. qui nous l'impose. Bah, ça, c'est dommage, c'est regrettable, en fait. Après, c'est vrai que je peux pas vraiment porter de jugement sur des sociétés qui sont en place depuis des décennies et peut-être même des siècles. Mais, bah, je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a pas de date de péremption, hein.
Personne n'a de date de péremption. On peut très bien trouver l'amour à 50 ans et être heureux et se marier, avoir un mariage périn pendant 20 ans. Donc il n'y a pas de date de péremption. Ces personnes-là, je leur dirais non, on ne saute pas. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre dans un sens, je vis pas moi dans une telle société, mais je peux comprendre en fait que depuis jeune, on nous apprenne que si t'es pas marié à 30 ans, ben, tu trouveras jamais personne. Donc cette personne, elle a une pression qui fait qu'elle va aller se marier, comme vous disiez, avec le premier venu. Mais peut-être que cette personne ne sera jamais heureuse, en fait, c'est ça qui est regrettable. Mais c'est vrai que je pense que, en tant que coach, je pense que j'aurai des difficultés à travailler avec une personne qui est dans ce cas-là parce que c'est ce qu'on lui a appris depuis jeune. Et je pense aussi qu'elle se trouve dans une situation où elle a la pression non pas seulement de la société, mais aussi de toute la famille. Et c'est peut-être difficile pour cette personne-là d'aller au-delà de ça et de faire quelque chose qui est contraire à ce que la société lui dicte. Donc effectivement, j'ai pas réellement de réponse à ça parce que je pense qu'en fait c'est tellement inclus dans l'éducation que même si moi de l'extérieur j'arrive, j'essaie de l'encourager à faire autrement, bah en fait cette personne elle a une pression telle que elle n'osera pas faire autrement. Ils disent Mais en tout que, cas, je trouve ça regrettable ils et disent je que trouve ça dommage. concernant les femmes, la seule raison, c'est que sa valeur marchande déprécie, bon, sa valeur déprécie sur le marché matrimonial au-delà de cet âge. On s'approche Mmh. de la ménopause et puis il faut vite trouver un mari, fonder sa famille. Ouais, mais bah, ça encore une fois, c'est culturel et c'est vrai que je peux pas juger, hein, parce que c'est culturel et c'est comme ça. Mais bon, la ménopause, voilà, la ménopause, c'est pas à 40 ans, hein. Ça, c'est une idée que beaucoup d'hommes se font. Mais moi, je suis désolée, hein, il y a des femmes qui ont des enfants à 45 ans, c'est à 46 ans. Donc la ménopause, je pense que ça arrive pas avant le début de cinquantaine, hein. Donc une femme peut avoir des enfants sans problème la quarantaine passée. Donc ça c'est je pense qu'il y a aussi, une éducation à faire auprès des hommes parce que souvent, je suis navrée de le dire, mais ce sont les hommes qui construisent les sociétés et ça c'est un fait de toute façon, que ce soit des sociétés orientales ou des sociétés occidentales, ce sont les hommes qui construisent les sociétés, sauf que les hommes n'ont pas la science infuse non plus sur la comment dire? La conception, physique, des femmes, d'accord? Donc ce serait bien que les médecins, même hommes, disent les choses et éduquent ces hommes qui façonnent les sociétés en leur disant non, une femme peut avoir des enfants à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Alors oui, certes, c'est peut-être un peu, ça prend peut-être un peu plus de temps pour certaines femmes. Certaines sont plus fertiles que d'autres. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des difficultés de conception passé 37, 38 ans, 40 ans. Mais c'est totalement possible en fait. Alors maintenant, qu'un homme ne veuille pas prendre le risque de se mettre avec une femme parce qu'il a peur de ne pas avoir des enfants, mais ça le regarde lui et lui. Mais par contre, il ne faut pas déprécier la femme et que cette femme ait l'impression de ne plus avoir de valeur parce qu'elle n'est pas mariée à 30 ans. C'est totalement ridicule. Mais bon, encore une fois, c'est culturel. Certaines sociétés, ça se passe comme ça et on ne va pas refaire le monde en un claquement de doigts. Ça, c'est une éducation sur la durée. Être en couple, des fois, veut dire être heureux autour d'un idéal. Et pour être heureux dans une relation, il y a des fondamentaux qui doivent le sous-tendre. Et selon vous, quels sont les piliers d'une relation harmonieuse et équilibrée? Je dirais comme je le disais tout à l'heure, la communication, parce qu'en fait la communication est la clé de toute relation interpersonnelle, d'accord? On ne peut pas deviner ce que l'autre a dans la tête. Il faut lui poser la question. Quand on ne sait pas, on demande. Quand on n'est pas sûr, on demande. Quand on a envie de discuter, on parle. Pour moi, c'est la communication le fondement de tout. C'est vrai que ça peut paraître bateau de dire ça, mais en fait, c'est une réalité telle parce que quand il y a une incompréhension, si on laisse les choses pourrir, bah, c'est toute la relation qui pourrit. Alors que si on prend le temps de discuter et expliquer maintenant, c'est pas ce que je voulais dire. Alors j'ai dit ça, mais tu l'as mal compris. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais te réexpliquer. Là, ça se règle en 2 secondes. Faut juste pas avoir peur de parler. Il faut aussi, en couple, apprendre qu'il n'y a pas d'ego en couple. D'accord? Ça, les gens: «Oui, mais moi j'ai de la fierté. Oui, mais moi j'ai ma fierté». Bah, ça, c'est totalement ridicule. La fierté et l'ego sont une barrière à une relation saine. D'accord? On ne peut pas être en couple et avoir de la fierté. Parce que ça veut dire que, déjà, on se place en tant qu'individualité. Alors c'est vrai que c'est important de ne pas perdre son individualité dans une relation, mais une relation, c'est 2 personnes. Et ces personnes, on peut prendre l'image de personnes qui ne font plus qu'une. Donc quand j'agis mal, c'est l'autre qui empathie et si l'autre n'est pas bien, ma relation va mal.
Donc c'est moi aussi qui empathie. Et c'est pour ça qu'il faut être altruiste dans une relation, penser aussi à l'autre. D'accord? Quand on parle, si je suis fâchée, même si j'élève la voix, j'essaie de ne pas employer des termes qui vont blesser l'autre. Parce que si l'autre est blessé, il va m'en vouloir, il va se sentir mal, et soit il va crier en retour, soit il va m'en vouloir, et ma relation va mal, et du coup je vais mal aussi. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue hein, dans une relation. Quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi-même. Donc, la communication, le respect, l'altruisme, et pas d'ego, pas de fierté. Donc, je dirais que ce sont les 3 points les plus importants pour une relation saine, hein, pour les bons fondamentaux. Après, je dis ça, mais non, il y a d'autres choses aussi. Il ne faut pas s'oublier soi-même. Parce qu'effectivement, même si on est un seul foyer, il y a quand même 2 personnes. Il faut prendre soin de soi-même. Il faut prendre du temps pour soi-même, ne pas oublier nos propres passions. À cause de la relation. Donc, si j'aime la danse, je continue à faire de la danse. Si j'aime aller visiter des musées et que mon conjoint n'aime pas ça, ben, je continue à aller visiter des musées avec mes copines, pourquoi pas, avec ma mère, ma soeur, ma tante, peu importe, mais il faut pas s'oublier dans une relation. Il faut prendre soin de soi dans une relation aussi. C'est très important. Ça participe à Ne pas l'équilibre. penser que c'est l'autre. Totalement. C'est un équilibre, hein, de toute façon, c'est un équilibre de tout. C'est ce que j'explique dans mon dernier livre que j'ai sorti récemment, mon livre numérique qui s'appelle les 7 clés pour les 7 clés du succès d'une relation. Ah, bon, je me souviens même plus du titre de mon propre livre. Attends, je vais regarder sur Internet. Franchement, ça va pas du tout. Alors attends. Célibataire, les 7 clés du succès pour réussir ta prochaine union. Voilà. C'est ce que j'explique dans ce bouquin, c'est l'équilibre qu'il faut trouver en étant en couple. L'équilibre entre la relation avec les enfants, la relation avec l'autre, la relation avec soi-même. C'est un équilibre qui fait qu'on va se sentir bien dans une relation. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez on doit tout se dire dans un couple. Mais la question tabou, c'est l'argent, la finance dans. Alors, c'est pas d'accord. Alors, c'est pas du tout une question taboue. Alors là, vraiment, ça, je ne comprends pas ce concept de dire l'argent c'est tabou. L'argent, ce n'est pas du tout tabou. Pour ma part, j'ai accès au compte en banque de mon conjoint. Mon conjoint a accès à mon compte en banque. Je sais exactement combien il touche, combien sort de son compte. Il sait exactement quelles sont mes dépenses mensuelles pour moi, pour les enfants. Enfin, et ce n'est pas du tout un tabou. Et je pense que c'est même primordial quand on est en couple, quand on se met en couple, d'aborder ce sujet. J'ai besoin de savoir si tu es endetté. C'est hyper important parce que si on a des projets d'acheter un appartement ou d'acheter une maison, mais qu'il se trouve que l'un des deux est endetté, qui n'a pas prévenu l'autre, bah, c'est les projets de l'autre aussi qui tombent à l'eau. Donc c'est important de se dire dès le départ, voilà, bah écoute, moi j'ai des dettes pour telle et telle raison, mon échéancier c'est ça, à telle date je serai débarrassée de mes dettes. Comme ça donne aussi une visibilité au couple sur le futur, sur la manière dont ils vont construire leur futur. Parce que si, bah, c'est bête, hein, mais voilà, j'ai envie d'un grand mariage, un beau et grand mariage, bah, on peut pas se le payer parce que toi, t'es endetté à hauteur de 50 000 euros. Bah non, enfin non, c'est pas possible. Il faut une totale transparence sur les finances. Dans un couple, il faut partir du principe que le couple nous appartient à tous les deux. C'est notre bulle, c'est notre foyer, c'est nous qui le gérons. Donc il ne peut pas y avoir de secret sur certains points, même sur tous les points. Moi, j'arrive pas à concevoir en fait qu'on ait des secrets l'un pour l'autre dans un couple. Je trouve que les secrets, c'est simplement source de problèmes. Tout simplement. Après, je peux entendre que dans certaines cultures, par exemple les cultures où c'est plus l'homme qui prend soin du foyer sur l'aspect financier, je peux entendre qu'il veuille protéger sa famille des éventuelles difficultés qu'il rencontre. Ça, je peux le concevoir parce que sur le plan culturel, ça s'entend, ça se comprend. Mais c'est vrai que euh, le problème qui peut se poser, c'est que voilà, si l'homme a des difficultés financières, qui n'en fait pas part à sa femme, forcément ça l'affecte lui. Ça l'affecte. Donc il sera moins bien dans le couple. La femme va le ressentir. Et ça peut engendrer des problèmes de couple. Ça peut engendrer des problèmes. Alors que s'il lui fait part de ses problèmes, au moins la femme est au courant. Elle est au courant de ce qui se passe et elle peut l'épauler, l'accompagner au mieux. Elle peut travailler si la femme est autorisée à travailler voilà, dans la culture en question, mais elle peut aussi l'épauler, tout simplement. L'épauler, le rassurer, discuter. Enfin, je pense que
c'est vrai qu'on est dans une société où dans certains pays, dans certaines cultures, l'homme a un poids très lourd sur les épaules parce qu'il a la responsabilité de prendre soin de sa famille et ça et je pense qu'il faut le reconnaître, les femmes ont trop tendance à trouver normal que ce soit l'homme qui fasse. Alors oui, peut-être que c'est normal dans certaines cultures que l'homme fasse, mais il faut aussi prendre conscience que c'est un poids pour l'homme. C'est une grande responsabilité. Donc là est le rôle de la femme de soutenir l'homme, de l'accompagner, de l'écouter, de l'épauler. Qu'ils se disent, voilà, c'est moi qui gère, mais ma femme est là. Donc chacun a son rôle à jouer dans cette relation. Là, on parlait du cas où c'est l'homme qui gère tout, mais dans tous les cas, moi, je suis partisane du partage d'informations dans un couple. Et puis, ça évite aussi, vous savez, comment dire, les parasites extérieurs. Ça évite les mauvais parleurs, les personnes qui vont dire: «Ah, tu sais, ta femme, elle fait ça ou elle a ça, il se passe ça, elle te l'a pas dit». Ben, voilà, mais toi, tu es capable de dire: «Mais si, je le sais. Merci de l'information, mais ma femme me dit tout, comme je dis toi à ma femme, donc tu ne m'apprends rien. Tu pourras pas venir semer la zizanie dans mon couple parce que je suis au courant». Donc voilà pourquoi je dis que la communication est importante et voilà pourquoi je dis aussi que les secrets dans un couple, ça n'amène jamais rien de bon. Ça donne simplement une ouverture aux autres de venir semer le trouble dans le couple. Malheureusement, des problèmes dans les couples, il y en a beaucoup et ce qui mène plusieurs fois à des divorces. On se marie aujourd'hui après avoir fait une mise en scène d'une demande de mariage digne des films de Hollywood et puis 3 mois, 1 an, 2 ans, pouf, on se sépare. Terminé. Terminé. Ouais. Il faut quoi? Il n'y a plus de longévité dans les couples. Ah, il n'y a plus de longévité dans les couples parce que c'est la société qui nous mène à ça. C'est la société. La société est là pour semer le trouble dans l'esprit des gens, pour donner l'impression que les fondamentaux du mariage ne sont plus importants. Et ça, il faut pas tomber dans ce piège-là. Un être humain a besoin d'un équilibre sur le plan amical, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan relationnel, amoureux. Sur la vie de couple est primordiale dans l'épanouissement d'un être. Nous avons besoin de l'autre, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'autre. Nous avons besoin de construire, nous avons besoin de construire une famille. Aujourd'hui, les jeunes, parce que on parle des jeunes là, les jeunes, et moi je parle des gens qui ont en dessous de 40 ans. Alors ça veut pas dire qu'au-dessus on n'est pas jeune, hein, c'est juste qu'on vient d'une autre génération, avec une autre manière de penser. Mais aujourd'hui, on pense que, je vais reprendre l'expression, mais que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Les problèmes que tu rencontres dans ton couple, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord? Tu n'auras pas les mêmes problèmes, mais tu en auras d'autres. Il y aura toujours d'autres défis. Parce que c'est une autre personne, c'est une autre personnalité. Donc il y a ça, il y a l'impression aussi d'une facilité à accéder au sexe. C'est con, hein, mais voilà, avec toutes les plateformes gratuites qu'on voit sur les réseaux. Je vais pas en citer parce que c'est pas du tout l'objet du podcast, mais il y a des plateformes qui donnent accès à de l'intimité gratuite ou même payante. Il y a aussi cette envie d'avoir toujours plus, de briller, cette envie de paillettes, cette envie d'être sur le devant de la scène. En fait, les gens deviennent égoïstes. La nouvelle génération est égoïste. La nouvelle génération veut briller. La nouvelle génération ne pense qu'à elle, elle ne pense pas à l'autre. Et on est dans un système de relations chaussettes. On se met avec quelqu'un, tu me saoules, comme disent les jeunes, je te jette. Et je me mets avec quelqu'un d'autre. La personne me saoule, je te jette et je me mets avec quelqu'un d'autre. Et on a cette impression qu'on va pouvoir faire ça pendant des années. Et c'est comme ça, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se retrouvent arrivés à 35, 36 ans, pas d'enfants, pas de mari, pas de femme, rien du tout, parce que on pense qu'il y a toujours mieux. Alors que le plus important, c'est de trouver une personne, à partir du moment où on a trouvé une personne qui nous correspond, de construire, de s'investir dans cette relation. Et oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Je pense qu'aussi, comme vous disiez, il faut pas se concentrer sur la demande en mariage hollywoodienne, le mariage super génial qui nous a coûté 50 000 euros et on met toutes les économies dedans. Donc on démarre la vie en étant déjà endetté pour un mariage qui sera magnifique. Mais derrière, on n'a même pas juste l'essentiel, on ne l'a pas. C'est-à-dire où on va.
Qu'est-ce qu'on veut, toi et moi? On y va ensemble, d'accord, on a fait un grand mariage, d'accord, la famille, d'accord, on fait des vidéos super géniales sur Instagram, d'accord, mais on va où? Qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on a parlé de ça? Comment on va surmonter les difficultés? Est-ce qu'on se connaît suffisamment pour se dire que voilà, demain on rencontre tel problème, on va réussir à le surmonter? En fait, les gens, c'est pour ça que moi je trouve que c'est primordial d'aborder, comme on le disait tout à l'heure, certains sujets dès le départ, d'avoir ces fondements, de construire notre relation sur un plan. On a un plan de vie. Oui, on veut avoir des enfants, oui, on va acheter une maison, mais viens, on prend un papier, on prend un stylo et on note quels sont nos projets. Alors toi, tes projets, c'est quoi? Mes projets, c'est quoi? Tes projets professionnels, tes projets personnels. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors on le fait à quel moment? Pourquoi? C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Sortez les stylos, sortez les cahiers, notez. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, donc on sait le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en couple? Prendre une feuille, un papier et noter ce qu'on veut, où on va, à quel moment on le fait. Dans 5 ans, on fait ça. Dans 6 ans, on fait ça. Dans 10 ans, d'accord. Alors comment on s'organise financièrement? Tu as des dettes, d'accord. Tu finis de les éponger quand tes dettes? À telle date, d'accord. Donc à telle date, ça veut dire qu'on aura un peu plus d'argent. Donc on pourra faire ça, 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 ça. Il n'y a pas de difficulté. Moi, comme j'apprends à ma fille, dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Il y a que des solutions. C'est ce que je lui apprends. Et je pense qu'elle l'a bien compris. Quand elle arrive, maman, mais j'arrive pas, bah, tu trouves une solution? Il y a une solution. Tu n'y arrives pas. Donc, voilà, elle pleure, hein, la majorité du temps, elle s'en va en pleurant, parce que bah, elle est frustrée, parce que ma fille, c'est quelqu'un qui n'aime pas rater. Et puis quand elle revient, elle est toute contente, maman, j'ai trouvé une solution, regarde. Et voilà. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, dans le couple, c'est pareil, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On réfléchit ensemble, on se pose, on est à deux cerveaux. Enfin, c'est quand même la force du couple. C'est deux cerveaux. C'est deux personnes qui ont des compétences et des capacités différentes, qui sont parfois et souvent complémentaires. Donc on peut aller au-delà des obstacles, on peut aller au-delà de certains défis et on peut réussir en couple. C'est une force, les gens ne se rendent pas compte qu'être en couple, c'est une réelle force aujourd'hui dans notre société, que ce soit pour le business, que ce soit pour l'équilibre émotionnel, l'équilibre physique. À deux, on va beaucoup plus loin et on va beaucoup plus vite. Donc, il faut que les jeunes arrêtent de penser que si ça marche pas avec un tel, ça marchera mieux avec un tel. Non, si tu as trouvé un tel et qu'un tel est bien et qu'un tel te plaît et que tu es bien avec cette personne, investis-toi dans la relation. Construis quelque chose de beau et tu pourras peut-être aller loin. Tu pourras peut-être aller loin dans dans ton professionnel, dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Tu pourras aller beaucoup plus loin. Quand vous regardez les couples d'acteurs hollywoodiens, il y a deux catégories. Il y a ceux où c'est mariage chaussette, on fait des trucs en grande pompe avec tous les caméramans, tous les machins. Un an après, ils sont divorcés. Et puis, vous avez des couples comme Denzel Washington et Pauletta Washington. Je crois que c'est Pauletta qu'elle s'appelle. Hein. 40 ans de mariage. 40 ans de mariage. Faut le faire. Ils ont tout traversé ensemble. Mais oui, et j'imagine que ça a été difficile, parce que d'avoir un mari qui est autant sollicité, un bel homme, intelligent, un des meilleurs acteurs au monde, qui voyage tout le temps pour le travail, lui, il le dit. Il dit, sans ma femme, je ne serais rien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la femme lui a apporté la stabilité émotionnelle qui fait qu'il a réussi à passer à travers toutes les vices de la vie hollywoodienne, la drogue, le sexe, les dérives, etc. Parce qu'elle lui a apporté cet équilibre-là. Donc à deux, on va plus loin. À deux, on va plus loin. Donc, Donc il faut arrêter de penser que seul, on pourra tout faire. le mariage pour vous, c'est au-delà des paillettes et des strass, c'est un projet de vie qu'on doit bâtir ensemble. Totalement. Supporter des fois Totalement. l'autre, qu'il y arrivera des moments où quelqu'un se sentira down et qu'il tombera et c'est à nous de le relever, le supporter, Oui. quitte à ce que le fardeau soit aussi lourd à porter. Mais malgré tous nos efforts, des fois, on peut sentir que bon, ça ne va pas. Ça n'allait, mais maintenant, ça ne va plus. Et quels sont les signes qu'une relation amoureuse ne fonctionne plus et qu'il est temps de quitter la table, tout simplement? Là, tout dépend à quel stade on en est dans notre relation. C'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on commence à être impacté sur le plan physique et psychologique, mais vraiment impacté, il faut commencer à se poser des questions. Quand la relation devient toxique, par exemple, il faut se poser des questions aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour rester 50 ans mais être malheureux. Moi, c'est vrai que je dis souvent que le mariage, c'est un contrat qu'on signe, et c'est une réalité, d'accord. Même si certains mariages sont seulement religieux,
mais ça reste un contrat qu'on signe devant Dieu, d'accord? Que ce soit à la mairie ou que ce soit devant, un imam ou un prêtre ou autre, ça reste un contrat. 2 personnes se sont engagées ensemble à continuer dans la difficulté, dans le bonheur, dans la maladie, et cetera. Mais c'est vrai que nous ne sommes que des hommes. Donc oui, parfois, il faut admettre que peut-être on n'est plus heureux et qu'on n'arrive plus à fonctionner à 2. Mais tout dépend du stade de la relation. C'est vrai que des gens qui sont ensemble depuis 30 ans, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, bon, on a fait un bout de chemin ensemble et peut-être au bout d'un moment ça fonctionne pas. Tout comme des gens qui sont ensemble depuis 4-5 mois et que, au bout de 4-5 mois, on est déjà en train de pleurer, se taper dessus, s'insulter. Bah non, mais là, on arrête en fait, on arrête les dégâts. Donc les signes, je pense que chaque personne est consciente, des signes. Il y a peut-être pas de signes adaptés à toutes les relations, mais il y a des signes en fonction du stade de la relation. La tristesse, le fait de peut-être de ne plus s'alimenter ou de psychologiquement ne plus être équilibré, ça c'est un signe. Le fait de pleurer, beaucoup ou de s'insulter ou ça, ce sont des signes aussi. Hem, le fait peut-être, c'est vrai, c'est dommage à dire, mais des fois, le fait de ne plus avoir d'attirance du tout, du tout, du tout, ça peut être un signe aussi. Mais il faut pas que ce soit un signe, unique. Isolé. C'est une combinaison de signes. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut pas être isolé. C'est une combinaison de signes qui font que peut-être effectivement on est arrivé au bout de la relation. Mais c'est pas simplement, ah bah elle a grossi, je la quitte. Bah non. Ah non, elle a grossi, mais elle a grossi, mais elle peut perdre aussi. Enfin, je veux dire, ça va dans les deux sens, quoi. Donc on se quitte pas pour un changement physique, hein. Ah non, bah non, parce que sinon là, sinon on se marie avec des gens beaux en pensant qu'ils vont rester beaux toute la vie. Bah non, hein, tout le monde vieillit, tout le monde prend de l'âge, tout le monde prend des cheveux blancs, les hommes perdent les cheveux, les femmes ont des vergetures. Enfin, c'est aussi le cycle de la vie qui veut ça, hein, et les expériences de la vie qui veulent ça. Donc non, voilà, je pense que c'est une combinaison de signes. Mais chacun le sait en général, hein, quand on arrive au bout. Et puis surtout, on ne quitte pas une relation sur un coup de tête. D'accord? Ça, pareil, je pense qu'il faut essayer de sauver le couple quand même, déjà. Et après, quand on a tout essayé, là, peut-être qu'il faut se dire, voilà, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout et on se sépare sans haine, sans rage, sans regret. On est arrivé au bout, on se sépare et on aura vécu des beaux moments ensemble, mais c'est le moment de se lancer dans une nouvelle aventure de manière individuelle. Coach, on arrive maintenant aux questions à réponse rapide. Vous êtes prête? Oui, oui. Définition de la richesse selon vous. La richesse peut être spirituelle, la richesse peut être financière, la richesse peut être émotionnelle. Voilà. Donc il y a différents types de richesses et tout dépend de ce à quoi on aspire dans la vie. D'après cette définition, vous êtes riche. Moi, oui, je me sens riche, Comment aimeriez-vous que complètement. les gens se souviennent de vous? Et je voudrais qu'on se souvienne de moi comme une personne qui a essayé d'aider les gens à devenir meilleurs et à faire mieux. Parce que c'est là tout l'objectif de mon métier et de ma mission sur cette terre, selon moi. Si aujourd'hui était la fin de votre vie, est-ce que vous seriez contente de votre passage sur Terre? Oui, même si je suis une personne, je suis jamais satisfaite de moi-même parce que je suis très exigeante. Donc pour moi, j'ai encore des choses à accomplir. Mais si tout devait s'arrêter de fonctionner et si la Terre arrêtait de tourner, je pense que j'aurais fait pas mal de choses intéressantes, oui. Si vous aviez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi? Ce serait vivez, vivez à fond. Et faites ce que vous avez envie de faire, n'écoutez pas les autres, faites ce que vous avez envie de faire pour ne pas regretter plus tard. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu la maturité que j'ai aujourd'hui plus tôt. Mais je n'aurais pas pu l'avoir plus tôt parce que ce sont toutes les expériences que j'ai vécues qui font que j'ai cette maturité. Je pense que c'est un peu le lot de tout le monde. Mais voilà. Ce que vous détestez le plus chez les Français? Ce que je déteste le plus chez les Français, c'est cette manière de réfréner leurs émotions. J'aurais aimé qu'on prenne exemple sur les Américains, qui sont les meilleurs acteurs au monde, et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'on va au cinéma pour regarder des films américains. C'est parce que ce sont des personnes qui vivent à fond leurs émotions. Quand elles sont contentes, on le sait. Elles se tapent dans les mains, elles se checkent, elles sautent, elles rient, elles crient. Et quand elles sont pas bien, elles pleurent réellement. Quand elles sont heureuses de joie, elles pleurent aussi. Ce sont des personnes qui vivent leurs émotions à fond, alors que nous, les Français, nous sommes très pudiques sur nos émotions. Et c'est ce qui fait
qu'on ne vit pas pleinement et c'est dommage. Un livre qui vous a marqué? Alors un livre qui m'a marqué, que j'ai lu récemment, c'est un livre qui s'appelle, L'homme qui voulait être heureux. Et en fait, on suit un homme qui part en voyage à l'autre bout du monde et ça va être vraiment une introspection de lui-même. On va le suivre dans son introspection et il va se rendre compte de beaucoup de choses et il va se rendre compte de pourquoi il n'était pas heureux et que simplement il réfrénait ses envies à cause des autres et à cause de sa peur et de son manque de confiance en lui. Et ça, c'est encore axé sur mon travail. Il est génial ce livre, je vous le conseille. Un message d'espoir à cette jeunesse qui vous écoute. Qu'avez-vous envie de leur dire? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est essayez de vous recentrer sur l'essentiel, sur le vrai. Oubliez le paraître, oubliez les réseaux sociaux, oubliez ce que vous voyez à la télé. Essayez de vous recentrer sur les vraies valeurs. La famille, les relations amicales, les relations amoureuses. Concentrez-vous, souriez, portez votre voix, utilisez votre voix pour faire des belles choses. Aidez l'autre et prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de votre mental, surtout. C'est le plus important. Ne vous comparez pas. Coach, c'est déjà la fin. Avec plaisir. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, merci à Esprit Positif. Merci pour le travail que vous faites pour essayer d'éveiller les consciences des jeunes et des moins jeunes. Vous investissez, c'est magnifique ce que vous faites et surtout continuez parce qu'on a besoin de personnes comme vous, on a besoin de podcasts comme les vôtres qui apportent des messages d'espoir, de positivité et je pense que voilà, votre média est vraiment honorable. Donc merci pour votre travail. Merci. Et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci de clôturer cette émission mémorable. Je ressens la résonance profonde des paroles de coach Nila, qui a su insuffler en nous l'essence même du bien-être, de l'amour et de la confiance en soi. Coach Nila, par votre présence et votre savoir inégalé, vous avez su transformer notre podcast en un havre de sagesse. Vous avez appris que la véritable grandeur réside dans la capacité à élever les autres, et je suis honoré d'avoir été témoin de cette magie. Puissent vos enseignements continuer à résonner dans nos esprits et à guider nos pas vers des sommets toujours plus élevés. Merci encore pour tout. Je tiens également à remercier notre équipe technique, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Merci pour votre travail acharné et votre soutien à tout instant. Je pense bien sûr à Cher, notre chef d'équipe, à Lai et aussi à Mousti, l'informaticien. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous dire que ne perds pas ton temps à attendre le moment parfait. Saisis simplement, comme le dit le coach, le moment et rends-le parfait. Je vous invite à embrasser ce moment avec gratitude et à appliquer ces merveilleuses leçons apprises aujourd'hui et sans attendre. D'après tout, demain est un autre jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec la promesse de nouveaux horizons à explorer, de nouvelles histoires à raconter et de nouvelles leçons à apprendre. Merci encore à tous pour votre écoute fidèle. À lundi, Inch'Allah. Peace and one love. Mario Cooper.